Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Le Conseil des ministres de ce matin, tous les problèmes abordés. 6 inculpations prononcées aujourd'hui à propos de la catastrophe ferroviaire de Vierzy en juin 72. 2 cas de choléra en France, l'épidémie s'étend en Italie. LIP, nouvelle réunion mardi prochain. À l'étranger, le dossier de la fusion Libye-Égypte. Cependant qu'au Maroc, 16 condamnations à mort ont été prononcées par le tribunal militaire de Kénitra. Ce sont là quelques-uns des titres de cette édition en ce jeudi 30 août. Mais c'était ce matin, je viens de vous le dire, la rentrée officielle du gouvernement qui s'est réunie à l'Élysée sous la présidence de M. Pompidou pour la première fois depuis un mois. Le compte-rendu de ce Conseil des ministres, qui a duré pratiquement 3h30, a été fait par M. Olivier Stirn, l'un des 2 porte-paroles du gouvernement. Et comme on pouvait s'y attendre, le Conseil des ministres a discuté, vous allez l'entendre avec M. Stirn, de très nombreux problèmes. Tous les problèmes qui ont alimenté l'actualité depuis un mois ont été évoqués. C'est vrai pour les problèmes de conflit du travail, c'est vrai pour le problème de l'inflation, des prix, de l'emploi, c'est vrai aussi pour les problèmes de maintien de l'ordre, c'est vrai pour les problèmes extérieurs, c'est vrai pour la région qui a connu ses décrets d'application aujourd'hui. Mais vous avez raison, l'affaire LIP et l'ensemble d'ailleurs des affaires intéressant les conflits du travail ont été évoqués aujourd'hui. Le Conseil des ministres a remarqué d'ailleurs que tous les conflits du travail qui existaient avant l'été sont désormais réglés, sauf un, celui intéressant cette entreprise horlogère, qui connaît d'ailleurs des difficultés qui ne datent pas d'aujourd'hui. Il y a quelques années déjà que l'entreprise LIP connaît une expansion inférieure à celle de la moyenne des industries horlogères françaises, puisque LIP ne s'est développé depuis 1962 qu'à un rythme de 3% par an, alors que l'ensemble de l'industrie française en horlogerie a connu une expansion de 10%. Mais enfin, le gouvernement espère que les procédures de conciliation qui sont actuellement tentées par les organisations syndicales, par M. Giraud, vont aboutir, car sinon on arriverait à une situation irréversible. Et sur le problème de l'emploi? Sur le problème de l'emploi en général, le Conseil des ministres a indiqué son souci, et le président de la République lui-même y a insisté, de lutter à la fois contre la hausse des prix, et de faire que cette hausse des prix soit plutôt inférieure à celle de nos voisins, mais aussi de maintenir la situation de l'emploi relativement favorable que nous connaissons depuis quelques mois, et qui, pour des raisons saisonnières traditionnelles, est un petit peu moins bonne actuellement qu'il y a un mois et demi, mais qui reste très positive. Et le Conseil a noté également que l'on peut dire que l'inadaptation de l'emploi que nous connaissons aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup d'offres d'emploi non satisfaites, a pour origine non seulement une formation professionnelle qui n'est pas encore parfaite, encore qu'elle se soit sensiblement améliorée, ainsi que l'enseignement technique, mais aussi le fait qu'un certain nombre de Français ne veulent plus accomplir des tâches qui leur sont demandées par telle ou telle entreprise, et que le chiffre de 15% d'entreprises qui souhaitent actuellement une augmentation d'effectifs est significatif, car ces entreprises ne trouvent pas généralement la main-d'œuvre souhaitée. Et c'est tout le problème de l'amélioration des conditions du travail, peut-être de rémunération plus forte quand le travail est pénible, qui est alors posée. L'affaire LIP, je vous le disais au début de ce journal, M. Giraud et les syndicats se retrouveront à nouveau mardi prochain, toujours à Arc-et-Senans. Je pense que nous sommes en mesure tout à l'heure d'entendre notre correspondant, notre envoyé spécial à Arc-et-Senans, Gilbert Denoyant. Le conflit chez LIP et la hausse des prix ont été au centre des débats du Conseil exécutif du CNPF, qui s'est réuni ce matin sous la présidence de M. François Serac. Le CNPF a demandé un retour à la liberté des prix, et puis M. Serac a répondu aux questions de Patrice Duhamel concernant la situation sociale en général et la... La situation sociale actuellement est caractérisée par 2 choses. Un niveau élevé de l'emploi. Notre niveau se maintient très haut. Et deuxièmement, par une progression extraordinairement rapide des salaires. C'est-à-dire un accroissement du pouvoir d'achat par rapport à une augmentation trop rapide également des prix. C'est une situation d'ensemble qui montre, je dirais, le maintien dans des conditions globalement très bonnes de la situation sociale française. Vous évoquez le problème LIP. Alors, je tombe là sur des accidents. Toute situation économique a de temps en temps ses accidents, même les meilleurs. Certains ont néanmoins regretté, dans les milieux patronaux en particulier, que le CNPF n'intervienne pas directement dans le conflit LIP pendant le mois d'août. J'ai eu l'occasion de m'expliquer à ce sujet très librement avec un des principaux acteurs de ce conflit LIP, M. de Maire. Et je lui ai précisé
les conditions dans lesquelles, à mon avis, les véritables responsabilités, depuis le mois d'avril en particulier, se situaient à son niveau, et combien efficace avait été son action pour empêcher que les administrateurs provisoires d'abord, le syndic ensuite, puissent trouver une solution économique à l'affaire LIP. Et c'était à ce niveau que les solutions pouvaient se trouver. Vous ne pensez... Et elles peuvent se trouver toujours, à mon avis, sur le plan, je dirais, d'une normalisation de la situation de LIP et d'un retour de LIP à des conditions d'exploitation normales. Vous ne pensez pas qu'à travers des affaires comme celle de l'usine LIP à Besançon, l'autorité patronale est d'une certaine manière remise en cause? On pourrait dire qu'à Besançon, ce qui a été remis en cause, c'est l'autorité des administrateurs provisoires ou du syndic, puisque un des aspects de la situation LIP était qu'effectivement, depuis le 17 avril, il n'y avait plus de président-directeur général. Je pense qu'il y a eu autour de l'affaire LIP, je dirais, un déferlement de romantisme et de sentiments, et que tout ceci empêche les Français très souvent de voir la réalité où elle est. La réalité, c'est de savoir si on peut trouver à Besançon, au niveau de LIP, une société qui ait une gestion correcte, c'est-à-dire qui puisse vendre des montres dans des conditions, les fabriquer et les vendre dans des conditions normales. Vous savez comme moi que tout ce qui se dit à ce sujet ne fait aucune allusion à une situation normale. Il faut revenir à une société de type capitaliste, fabriquant des montres et les vendant au mieux. Je pense que nous allons pouvoir maintenant entrer en liaison avec Besançon, où nous attend Gilbert Denoyant. Gilbert Denoyant qui a suivi cet après-midi la rencontre entre M. Giraud et les syndicats. À vous, Besançon. On se retrouvera mardi prochain. Pourtant, cette 5e rencontre avait mal commencé. Le climat était tendu et les nombreux journalistes pouvaient entendre souvent des échos de la discussion violente. En fait, les syndicats reprochent le plan proposé par M. Giraud. Ils ne veulent pas de l'éclatement de la société en 4 sociétés distinctes. À cette attitude des syndicats, le négociateur répond « Société unique, pas question, ou alors faites vous-même votre coopérative ouvrière ». Pourtant, à l'issue de la réunion, M. Giraud estimait qu'il avait fait un pas en avant. Je vous prie de m'excuser. L'affaire de Marseille et ses prolongements ont été également évoqués au Conseil des ministres de ce matin. M. Pompidou est intervenu faisant remarquer, je cite, que la France ne devait pas mettre le doigt dans l'engrenage du racisme. Écoutons M. Stiern. Oui. Tout de suite. Très bien. Et avant d'écouter M. Stier, nous allons revenir à Besançon, où le sujet qui nous était envoyé par Gilbert Denoyant n'a pas été diffusé correctement. Nous allons réentendre, je crois, une partie de la déclaration de M. Giraud. Ce que je désire entreprendre, je désire le réussir. Et si je ne suis pas sûr de réussir, je préfère à ce moment-là avoir le courage de le dire. Êtes-vous moins sûr aujourd'hui de réussir que précédemment? Je suis plus sûr de réussir aujourd'hui qu'avant dans les formules que j'ai étudiées et que je vais mettre au point. Selon vous, pourquoi n'être pas parvenu aujourd'hui à un accord? Sur quoi avez-vous buté? C'est l'histoire d'une et de 4 sociétés. J'ai la formule à portée de la main pour employer une partie importante et immédiate du personnel dans ces 4 sociétés. Évidemment, immédiatement, je n'ai pas la totalité du personnel susceptible d'être repris. C'est ça le problème. Mais les syndicats disent que c'est un diktat, vous n'arrivez jamais avec de nouvelles propositions. Ils n'ont pas bougé. Alors, de quel côté est le diktat? Moi, j'ai fait le groupement d'intérêt économique sur leur désir d'avoir un chapeau juridique commun pour coiffer l'ensemble des anciens départements libres. Pour M. Fredo Moutet, qui a lu un communiqué commun à l'ensemble des organisations syndicales, cet après-midi n'a pas vu avancer la fin du conflit. Toutefois, les syndicats manifestent toujours leur volonté de négocier. En effet, M. Giraud n'a pas amené de propositions concrètes nouvelles. Devant les questions posées par les délégations syndicales quant à la raison fondamentale de l'éclatement de la société LIP en 4 sociétés, il a été incapable de répondre par des arguments convaincants
tant sur le plan social, économique qu'industriel. Par ailleurs, il est à souligner qu'après 4 mois et demi de conflit, aucune proposition précise sur le plan gouvernemental, entre guillemets, n'a pu être fournie par M. Giraud, malgré l'insistance des questions des organisations syndicales. La seule précision étant apportée est celle des 350 licenciements qui, selon M. Giraud, seraient nécessaires à l'équilibre financier des 4 sociétés. Je vous le disais à l'instant, l'affaire de Marseille et ses prolongements ont été également évoqués au Conseil des ministres de ce matin. M. Pompidou est intervenu, faisant remarquer, je le cite, que la France ne devait pas mettre le doigt dans l'engrenage du racisme. Écoutons M. Stirn. De racisme, n'en parlons pas trop, car, comme le président de la République l'a noté lui-même, lorsque l'on évoque le mot, arrive l'idée. Et puis, de l'idée arrivent les réalités. Alors la France, jusqu'à présent, a été préservée de ce mal, et terrible, que le monde a connu à diverses époques. Moins on en parlera, et plus on fera pour l'éviter, mieux ce sera. La réforme régionale va entrer en application. Le Conseil des ministres de ce matin a en effet adopté les décrets la concernant. Cet après-midi, le ministre des Réformes administratives, M. Perfit, a présenté à la presse la réforme définitive. Le comité économique et social, le conseil régional et le préfet seront à la tête de chaque région. L'ensemble des régions disposeront d'environ 1 milliard de francs pour améliorer les équipements collectifs. La région est née. Hier, elle n'était qu'un souhait. Aujourd'hui, elle existe économiquement et politiquement. D'abord, sa mission économique est importante. Réaliser les grands équipements collectifs dont la région a besoin. Il s'agit par exemple de la construction d'une nouvelle route ou bien de l'aménagement d'un cours d'eau. L'étude des projets, le financement partiel ou complet de ceux-ci constitueront son principal champ d'action. Un champ d'action qui sera d'ailleurs élargi ultérieurement grâce à un second train de décrets. Pour agir, la région disposera de moyens financiers. En fait, tout se passe comme si dans chaque région, 1 ou 2 nouveaux départements ajoutent leur capacité financière à celle des départements existants. En 1975, l'ensemble des régions disposeront globalement d'1 milliard de francs. C'est 3 fois le montant des ressources du FIAT, le Fonds d'intervention pour l'aménagement du territoire, organisme bien connu pour avoir déjà réalisé de nombreux travaux. À la tête de la région, 2 organismes, une personne. D'abord, le conseil régional. Il représente les habitants, il est composé des élus locaux, c'est lui qui décide. Deuxième organisme, le comité économique et social. Il représente l'ensemble des activités économiques et sociales de la région. C'est lui qui donne son avis sur chaque question. Enfin, le préfet. C'est lui qui devra exécuter les délibérations du conseil régional. Les 2 maîtres mots de cette réforme, décentralisation, participation. Il s'agit de permettre aux Français de participer davantage à la gestion des affaires publiques, de pouvoir s'intéresser de plus près aux affaires qui les concernent. C'est déjà dans cet esprit qu'en 1969, vous vous en souvenez, le général de Gaulle avait proposé au peuple un référendum. Ce référendum a été négatif, comme chacun s'en souvient, mais le projet consistait à décentraliser, c'était ça l'essentiel, décentraliser, permettre aux Français de participer davantage. Alors cette décentralisation, nous la reprenons aujourd'hui sous une forme nouvelle, celle qui a été voulue par le législateur. C'est une nouveauté fondamentale dans notre droit public. Absolument. C'est une rupture dans la courbe du développement de notre pays. Depuis 3 siècles au moins, l'État avait voulu centraliser toutes les décisions, avait voulu garder tous les fils dans sa main. Eh bien maintenant, on crée des assemblées souveraines qui pourront prendre des décisions souveraines sur le budget dont elles disposeront. Mise en place de la réforme régionale avant la fin de l'année. Son coup d'envoi au lendemain des élections cantonales. Ce n'est pas un hasard. Le département est la pièce maîtresse de la régionalisation. Aussi, le succès de cette réforme dépendra pour une large part de la volonté des conseillers généraux qui auront été élus. Un décret paru au journal officiel ce matin confirme une augmentation de l'ordre de 6,9% des allocations familiales.
Cette augmentation est applicable à compter du 1er août dernier. Il s'agit de corriger la hausse du coût de la vie. Plusieurs autres décrets concernant le relèvement de diverses prestations sociales sont également parus au journal officiel. Faisons-en maintenant un peu le tour de ces décrets. Chaque année, la base de calcul des prestations familiales est revalorisée pour tenir compte de l'évolution des prix. Or, en 1972, les prix ont augmenté de 6,9%. En conséquence, la base mensuelle de calcul des prestations familiales passe de 458 francs 20 à 490 francs. Cette mesure s'applique à partir du 1er août de cette année. Elle concerne d'abord les allocations familiales, mais aussi l'allocation orphelin, l'allocation des mineurs infirmes, enfin l'allocation des mineurs handicapés. En fait, cet ensemble d'augmentations vient compléter d'autres relèvements intervenant à partir du mois de juillet dernier. Des relèvements qui concernent l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au foyer. Les familles ayant de faibles revenus bénéficient d'une majoration. Chaque année, cette majoration est revalorisée pour tenir compte de l'évolution du SMIC. Aussi, son montant passe pour cette année de 97 francs 25 à 117 francs 60. Et dans le même temps, le montant de l'allocation pour frais de garde est automatiquement relevé. Il était de 194 francs 50, il passe à 214 francs 85. C'est donc le chef d'inculpation pour homicide et blessures involontaires qui a été retenu contre 6 responsables de la SNCF à la suite de la catastrophe ferroviaire survenue à Vierzy le 16 juin 1972. Cette catastrophe avait fait 108 morts et 88 blessés. Les noms des 6 personnalités en question ne sont pas révélés, mais il s'agit de fonctionnaires occupant des postes à responsabilité à la SNCF depuis 1963. 16 juin 1972, 20h50. L'autorail Paris-Laon et l'autorail Laon-Paris roulent à près de 100 km à l'heure sous le tunnel de Vierzy, près de Soissons. Lorsque les deux convois se croisent à 300 mètres de l'entrée nord, une partie du tunnel s'écroule. C'est la catastrophe. Des voitures se soulèvent des rails, sont projetées les unes contre les autres, s'encastrent dans la voûte. Toute la nuit, ce sera une recherche hallucinante des vivants, presque tous blessés, des tentatives désespérées de ramener à la vie des voyageurs restés coincés dans des wagons, pris dans l'enchevêtrement de fer et de débris mécaniques. À l'aube, le bilan est terrible. 108 morts et 88 blessés. Le juge d'instruction de Soissons, M. Odo, ouvre presque aussitôt une information contre X pour homicide involontaire. Une association de parents des victimes est créée. Le 29 juin, le Conseil général de l'Aisne se constitue partie civile. Le 12 avril 1973, un rapport de la commission d'enquête met en cause le mauvais état du tunnel au moment de la catastrophe. Ce rapport fait état d'une série de malfaçons de cet ouvrage qui avait souffert pendant la Première Guerre mondiale, de l'usage de matériaux peu consistants et vieillissants. On avait noté des chutes de moellons et de briques sur des trains passant sous le tunnel. Aujourd'hui, les parents des victimes connaissent les raisons du terrible accident qui a endeuillé des dizaines de familles dans la région de Soissons, mais leur tristesse demeure. Alerte au choléra en France. 2 cas de choléra ont en effet été découverts à Marseille et les 2 personnes en question, qui venaient de Tunisie, ont été mises en quarantaine dans un hôpital. Le gouvernement français l'a fait savoir à l'Organisation mondiale de la santé, cette organisation qui avait enregistré il y a quelques jours 7 cas mortels de choléra à Naples. Aujourd'hui à Naples, on a décelé de nouveaux cas de choléra et le nombre des malades hospitalisés se monte à 67. Plusieurs cas suspects ont été signalés aujourd'hui à Rome. Sauf les médecins et le personnel, personne ne peut entrer à l'hôpital napolitain où sont soignés les malades atteints de choléra et personne ne peut en sortir. Cette véritable quarantaine a pour but d'éviter la propagation de la maladie à partir du petit foyer qui a pris naissance au sud de la ville. Ce soir, les médecins avaient diagnostiqué 11 nouveaux cas de choléra parmi les malades de l'hôpital. Il est peu probable néanmoins que le foyer se développe. Dans le quartier de Torre del Greco, près d'Herculanum, d'où il semble qu'il l'aurait diffusé, le vibrion colérique est pourchassé par les moyens de désinfection les plus modernes. Tout lieu où il pourrait se trouver, à proximité des prises d'eau par exemple, est soigneusement aspergé de produits efficaces, par ailleurs dénués de toxicité pour les humains. Mais il faut voir aussi les aliments pour sur les marchés, fruits et légumes en particulier. Ils sont prélevés par des spécialistes à des fins d'examen
Leur examen permettra en effet de déceler l'éventuelle présence du vibrion colérique agent de la maladie. L'eau elle-même est soigneusement contrôlée et analysée. Elle est avec les végétaux le vecteur principal du vibrion. C'est le plus souvent par elle que la maladie est transmise, provoquant chez le malade des diarrhées abondantes, parfois mortelles chez les sujets mal nourris et vivant dans de mauvaises conditions d'hygiène. L'eau, voici l'ennemi à traquer. Heureusement à Naples, il ne semble pas qu'on ait décelé du vibrion colérique dans l'eau. Hautement contagieuse dans certains pays d'Asie et d'Afrique, le choléra est devenu une maladie d'importation en Europe. Le tourisme intensif, les voyages aériens, les migrations de travailleurs sont à l'origine de l'existence de ces foyers, apparaissant sporadiquement. Ils peuvent surgir à tout moment, on le sait. C'est pourquoi la vaccination anticolérique est recommandée à tous les voyageurs se rendant dans les pays où la maladie est courante. Mais il faut surtout conseiller aux voyageurs et aux touristes de redoubler de précautions alimentaires dans les pays contaminés. L'eau de boisson doit provenir de bouteilles capsulées, les crudités évitées, l'hygiène renforcée. À ce prix, il ne peut pas y avoir d'épidémie de choléra en Europe, à la condition bien entendu que les règlements sanitaires internationaux pour les voyageurs soient scrupuleusement respectés par toutes les nations, et spécialement celles où le choléra sévit. Oui, on précisait tout à l'heure au ministère de la Santé à Paris que les personnes arrivant de Tunisie devaient être en possession d'un certificat de vaccination anticolérique. Pour les personnes quittant la France et se rendant dans les pays où des cas de choléra ont été signalés, il est conseillé de se faire vacciner, mais dans l'état actuel de la situation, ceci n'a rien d'obligatoire. C'est après-demain que sera formée une assemblée constituante composée de 50 Libyens et de 50 Égyptiens. Premier pas vers l'unification de la Libye et de l'Égypte. C'est hier soir que les présidents Sadat et Kadhafi se sont mis d'accord pour proclamer la naissance d'un nouvel État unifié, mais qui ne deviendra une réalité tangible qu'au terme d'un long processus dont la durée n'est pas précisée. C'est ce qu'estimaient en tout cas aujourd'hui la plupart des observateurs au Caire. Un long processus a d'ailleurs conduit les présidents Sadat et Kadhafi à cette union, comme nous l'explique maintenant Michel Bader. Sur cette table en plein air a été signé un accord qui, en fait, ne prévoit que la création d'une assemblée constituante formée par 50 délégués de chaque pays, d'une zone franche à leurs frontières, d'un dinar arabe financier et d'un échange de ministres résidents. C'était hier l'accord tant attendu entre le président Sadat et le colonel Kadhafi. Depuis hier soir, ces deux hommes sont un peu plus que des alliés. Sont-ils des amis? Et comment vont s'organiser les rapports et les liens de leurs deux pays qu'ils ont décidé d'unir dans une seule nation, sans pour autant dire exactement quand, ni tout à fait comment. Les tentatives d'union sont une sorte d'obsession dans les pays arabes depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, époque où le nationalisme arabe a réellement pris naissance. Deux noms restent malgré tout associés aux plus sérieuses de ces tentatives, celui du colonel Nasser et celui du colonel Kadhafi. Tous les éléments semblaient pourtant exister en faveur d'une fusion générale, à commencer par l'existence d'un adversaire commun, l'État d'Israël, et ensuite la possession de la prodigieuse puissance que constitue la richesse de leur sous-sol, premier producteur, et de très loin, du monde entier. Alors, la question qui se pose est d'imaginer comment deux pays aussi différents, deux hommes assez peu semblables, vont pouvoir engendrer une seule et même nation. L'Égypte, 35 millions d'habitants, un pays grand comme à peu près 2 fois la France, mais dont plus de la moitié de la population vit de l'agriculture autour du Nil, mais sur une superficie égale à celle de la Belgique. La Libye, presque 2 fois l'Égypte en superficie, mais à peine 3 millions d'habitants. Un désert où l'on ne récolte que du pétrole, mais dans une quantité telle qu'il permet aux 3 millions de Libyens d'avoir un revenu moyen annuel 3 à 4 fois supérieur à celui des 35 millions d'Égyptiens. Le colonel Kadhafi, on le désigne souvent comme le successeur spirituel de Nasser. Pour lui, une seule loi, celle du Coran. 3 objectifs, l'unification des pays arabes, la révolution culturelle à la mode islamique, la lutte contre Israël. Le président Sadat, héritier de fait du colonel Nasser, homme politique rompu à toutes les finesses des négociations. Des deux hommes, c'est pourtant lui qui, dans l'immédiat, semble être le bénéficiaire de l'accord d'hier soir. Mais le président Sadat se souvient de la marche libyenne sur le Caire qu'il n'avait, semble-t-il, pas tellement appréciée, et conscient de la volonté du colonel Kadhafi d'obtenir cette fusion coûte que coûte, il avait pris ses précautions.
Avant de s'associer au riche colonel Kadhafi, il était allé chercher la caution du prodigieusement riche roi d'Arabie Saoudite, le roi Faisal d'Arabie, premier producteur de pétrole du monde. Et alors, il a signé avec le colonel Kadhafi un accord qui ne ratifie pas l'Union, mais l'organise, la prévoit, la prépare. Le colonel Kadhafi est retourné en Libye pour célébrer l'anniversaire de sa révolution et il y recevra le président Bourguiba. Le président Bourguiba, qui l'année dernière déclarait « L'union des pays arabes, il faudra des siècles pour la réaliser ». Au Maroc, le tribunal militaire de Kénitra a rendu son verdict aujourd'hui dans l'affaire du complot du mois de mars dernier. 16 inculpés ont été condamnés à mort, accusés d'avoir voulu renverser le régime du roi Hassan II. 71 autres personnes ont subi diverses condamnations, dont 15 personnes ont été condamnées à la prison à perpétuité. En Allemagne fédérale, la situation sociale semble se normaliser après plusieurs jours de grève sauvage dans la métallurgie. Au début de la semaine, le chancelier Willy Brandt avait exprimé son inquiétude à la télévision. Cette série de grèves a touché environ 50 000 ouvriers et à la veille de la rentrée, elle a constitué une alerte assez sérieuse pour le gouvernement fédéral allemand. Au premier rang des grévistes sauvages de l'Allemagne, de plus en plus de travailleurs étrangers. Cela donne au désœuvrement de la grève des allures de marché oriental et accentue peut-être l'impopularité de ces mouvements, inconciliables avec la traditionnelle correction des rapports patrons-syndicats dans l'Allemagne de l'après-guerre. Dès lors, une question, qui sont les meneurs? On croit par exemple que quelques membres de ce parti communiste, ils sont placés dans diverses sections de l'usine. Hein. Ils parlent aussi turc. Hein. Ils ont incité, on dit incité, excité au personnel de faire cette grève-là. Il ne fait pas de doute que ces grèves ont été amplifiées par des groupes politiques. La raison de ces mouvements doit pourtant être vue dans une hausse record des prix à la consommation, une hausse qui a pratiquement annulé les récentes augmentations de salaire consenties aux ouvriers. Cet argument est dans toutes les bouches. Débordés et défavorables à ces actions illégales, les syndicats sont bien forcés de l'admettre. Nous comprenons bien les revendications des travailleurs parce que la vie coûte plus cher que 3 mois avant. 3 mois avant, fin du mai, le syndicat demandait les négociations avec les entrepreneurs, mais ils ont refusé. Coupés de leur base, les syndicats allemands sont pourtant suffisamment liés avec le gouvernement socialiste de Willy Brandt pour ne pas vouloir compromettre sa lutte contre l'inflation. L'on comprend dès lors que le gouvernement soutienne les syndicats dans leur effort pour reprendre le contrôle de la situation et que Willy Brandt soit intervenu personnellement dans le conflit en appelant les grévistes à la raison. Côté patronal, les attitudes restent très tranchées. Il n'est pas question de négocier et de reconnaître ces mouvements, nous a-t-on dit. Au-delà pèse sur l'industrie allemande le risque de précipiter l'inflation par un nouveau dérapage des prix à la production. Cela provoquerait en outre l'éclatement du plan de stabilité draconien mis en place depuis 2 mois par le gouvernement fédéral. Pour les distributeurs de films, il y a des moments de l'année privilégiés en ce qui concerne la sortie des films pour enfants. C'est bien entendu la période des vacances. C'est ainsi que d'ici au 13 septembre prochain, date de la rentrée des classes, il ne faut pas l'oublier, les jeunes auront tout loisir d'aller voir, si cela les amuse, le film qui sort sur les écrans à l'occasion du 50e anniversaire de la société Walt Disney et qui s'appelle tout simplement « Si Disney m'était compté ».
tout. Il y a 50 ans, un étudiant américain créait dans un vieux garage de Hollywood, avec l'aide de son frère, une société à son nom. Un nom qui rapidement serait très célèbre, Walt Disney. Célèbre par les petits personnages animés que nous venons de voir, Mickey, Donald, Pluto, et par bien d'autres encore, comme Pinocchio, Bambi, Alice ou Blanche-Neige. Mort en décembre 1966, Walt Disney fut un des grands industriels du 7e art, mais son activité ne se limita pas au cinéma. En Californie, il avait créé un Disneyland. Il y a 2 ans, s'est ouvert en Floride Disney World, un parc d'attractions immense, 11 000 hectares, soit 2 fois l'île de Manhattan. On retrouve à Disney World plus de 30 attractions autour du château de Cendrillon et au détour des allées, les décors et personnages sortis de l'imagination de Walt Disney. Merci de votre attention et bonne soirée au nom de toute l'équipe de 24 heures sur la Une. Au revoir.